il avait retiré l'argent, fait taire Agnès avec une histoire fabriquée de mortinescence, et s'était éclipsé avant que quiconque puisse remettre en question son autorité. Maxwell ne croyait pas aux erreurs, seulement aux solutions. Et ceci, pour lui, était nécessaire. Elle n'était pas l'héritage pour lequel il avait bâti son empire. La voiture ralentit près du bord de la falaise, où la mer sauvage rugissait goulûment en contrebas. Le tonnerre gronda, surprenant le bébé qui se mit à pleurer plus fort. Maxwell coupa le moteur et sortit dans la tempête, ramassant le paquet du siège. L'eau trempa instantanément sa chemise, mais il serra l'enfant fort, mais pas avec affection. « Tu n'étais pas censé arriver », murmura-t-il en la regardant dans les yeux plissés. « Tu n'as jamais fait partie du plan. » Les vagues en contrebas s'écrasaient contre des rochers déchiquetés, indifférentes et brutales. Il inspira brusquement, regarda autour de lui, vide, isolé. Personne ne verrait, personne ne saurait. Avec un dernier souffle, il se pencha en avant et lâcha prise. Le paquet tomba de ses mains comme un objet oublié, disparaissant dans la fureur de la nuit. Il recula, trempé, et se dirigea vers sa voiture. Derrière lui, invisible à travers le voile de pluie, une lueur de phare et une berline garée illuminaient deux visages horrifiés. Angela et Tony Hobby restèrent figés dans la voiture, les mains tremblantes, incapables de comprendre ce dont ils venaient d'être témoins. « Tony », murmura Angela, la voix brisée. « Il a jeté un bébé. » Tony sauta hors du véhicule avant qu'Angela ne puisse l'arrêter, dévalant la pente boueuse vers le flanc de la falaise. « Elle est partie, Tony. »« Tu vas tomber », cria Angela, attrapant la lampe de poche dans la boîte à gants et se précipitant après lui. Mais son mari escaladait déjà les rochers, guidé par l'instinct et quelque chose de plus primal, l'espoir. La mer se déchaînait en contrebas comme une bête, mais dans son rythme, un faible cri perça le vent. « Là-bas », cria Angela, dirigeant le faisceau de lumière vers une corniche déchiquetée en contrebas. Accroché à un nœud d'algues et de rochers se trouvait le petit paquet blanc, malmené mais miraculeusement intact. « Elle est vivante !» hurla Tony, la voix craquant alors qu'il se frayait un chemin vers le bas. Les embruns salés lui fouettaient le visage alors qu'il berçait le petit corps, le cœur battant de soulagement tandis que les pleurs du bébé devenaient plus forts. « Tu t'es accrochée, petite. Tu t'es accrochée. » Angela les rejoignit quelques instants plus tard, trempée et à bout de souffle, tombant à genoux à côté d'eux. Elle toucha le front du bébé, froid, mais sa peau rougissait de vie. Des larmes coulèrent sur ses joues, se mêlant à la pluie. « C'est un miracle », murmura-t-elle. Elle n'aurait pas dû survivre à ça, mais elle l'a fait. Tony enroula sa veste autour de l'enfant, la protégeant du vent. « Nous ne pouvons pas l'emmener aux autorités, » dit-il, regardant en arrière vers la falaise. « Ce que nous avons vu, cet homme, il ne voulait pas qu'on la retrouve. » Angela hocha lentement la tête, le cœur battant. « Alors nous la prenons, nous l'élevons, nous la protégeons. Dieu l'a rendue au monde pour une raison et nous ne la laisserons pas disparaître à nouveau. » Elle baissa les yeux sur les yeux du nourrisson, qui clignaient encore à travers les gouttes de pluie. « Nous l'appellerons Blossom, » dit-elle doucement, parce qu'elle a fleuri à travers la tempête. À l'aube, les Hobby arrivèrent dans une petite clinique d'une ville voisine, trempés jusqu'aux os et serrant la petite fille emmaillotée dans des serviettes. L'infirmière de service haussa un sourcil, mais ne dit rien alors qu'Angela posait doucement le bébé sur la table d'examen. « On l'a laissé sur notre porche, » dit Angela, la voix ferme. Nous ne savions pas quoi faire, mais elle a besoin d'aide. Le mensonge s'installa dans la pièce comme un brouillard, et Tony se sentit mal à l'aise alors que l'infirmière griffonnait des notes. La température du bébé était basse, mais elle respirait régulièrement. Après des heures d'observation et de réhydratation, le médecin annonça « Elle va s'en sortir. Celui qui l'a laissé, Dieu merci, vous l'avez trouvé à temps. » Les mots pesaient lourdement. Il ne l'avait pas seulement trouvé, il l'avait sauvé. Et maintenant, une décision planait sur eux comme un pacte tacite. Plus tard dans la soirée, de retour dans leur modeste appartement, Angela regardait l'enfant dormir dans un berceau de fortune, doublé de vieilles serviettes. « Nous ne pouvons laisser personne savoir, » dit-elle doucement. « Si cet homme le découvre. » Tony hocha la tête, arpentant lentement la pièce. « Nous devrons déménager, nouvelle région, tout recommencer. Pas de dossier, pas de traces. » Angela s'assit, épuisée mais résolue. « Alors c'est ce que nous ferons. Elle est à nous maintenant, Tony. Dieu ne l'a pas mise sur notre chemin juste pour la perdre à nouveau.
Sa voix trembla alors qu'elle ajoutait. Je ne pensais pas que je tiendrais un jour un enfant. Pas après toutes les fausses couches, mais regarde-la. Tony s'accroupit à côté d'elle, les yeux humides, et prit la main d'Angela. Nous lui ferons une vie, une bonne vie. Alors que la nuit tombait, le nom de Blossom murmurait dans leur maison comme une prière. Elle n'avait pas de papier, pas de passé, seulement l'amour de deux personnes qui avaient choisi de la faire leur. La pièce était devenue insupportablement silencieuse. Seul le bip rythmé du moniteur et le faible bourdonnement de l'éclairage fluorescent maintenaient Agnès attachée à la réalité. Des heures s'étaient écoulées depuis le départ glacial de Maxwell et aucune infirmière n'était revenue. Ses bras, vides maintenant, se contractaient par réflexe, aspirant à la chaleur de sa fille. Un jeune résident entra finalement, sa voix à peine audible. « Mademoiselle Noack, je suis tellement désolé, le bébé n'a pas survécu. » Agnès se figea. « Quoi ?» Croassa-t-elle, les lèvres sèches, les yeux injectés de sang. « Ce n'est pas vrai. Je l'ai tenue, elle respirait. Je l'ai entendue pleurer. » Le résident jeta un coup d'œil à son dossier, puis détourna les yeux. « Il y a eu une complication. Votre partenaire a donné son consentement pour un transfert, mais... » Agnès se redressa malgré sa faiblesse. « Où est-elle ? Je veux la voir. » Le silence du médecin fut une réponse suffisante. Les murs de la pièce s'effondrèrent sur elle et son cri déchira l'air comme quelque chose de primal. Dans les jours qui suivirent, Agnès n'était plus que l'ombre d'elle-même. Maxwell ne retourna pas à l'hôpital. Une assistante juridique au visage impassible se présenta à la place, lui offrant un chèque et des condoléances répétées. « Monsieur Cole nous a chargé de veiller à ce que vous soyez à l'aise pendant votre convalescence. Il est en voyage. » Agnès fixa l'enveloppe, puis la femme. « Dites-lui que le confort n'est pas une monnaie. Dites-lui que je veux la vérité. » La femme cligna des yeux, incertaine de la façon de répondre, puis posa l'enveloppe sur le plateau et partit en silence. Cette nuit-là, Agnès se serra le ventre, pleurant dans son oreiller jusqu'à ce que le sommeil vienne comme une miséricorde. Elle ne savait pas comment, mais quelque chose n'allait pas. Il n'y avait pas eu de paperasse, pas d'enterrement, pas de clôture. Seulement le silence froid de Maxwell et la suspicion lancinante que son enfant n'était pas mort, mais lui avait été volé. Dans le silence de l'aube, elle murmura un nom qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de donner. Amara. Ma belle Amara. Quelque part au fond d'elle, elle refusait de croire que sa fille était partie. Les années passèrent, et avec elles vint une nouvelle vie, petite, calme, mais pleine de sens. La ville côtière d'Ageron accueillit les hobbies comme la mer accepte la marée, lentement mais sans résistance. Angela gardait un profil bas, tenant un stand de tissus cousus main sur le marché local. Tony travaillait dans un garage, ses mains toujours tachées de graisse, mais ses yeux toujours doux quand il rentrait à la maison au son du babillage de Blossom. Au moment où elle eut 6 mois, Blossom était devenu le soleil de leur vie. Son rire, rare au début, résonnait maintenant comme de la musique dans leur appartement exigu. Un matin baigné de soleil, Angela s'agenouilla près du lit pour changer le linge de Blossom quand cela se produisit. Les lèvres de sa fille s'entr'ouvrirent dans la plus douce des courbes, un sourire s'épanouissant sur son petit visage comme son nom le promettait. Angela halta, couvrant sa bouche. « Tony, elle a souri, elle vient de me sourire. » Tony se précipita, les mains encore graisseuses, et s'agenouilla à côté de sa femme. « Blossom, ma chérie, refais-le pour papa. » Et comme si elle comprenait, Blossom gloussa et sourit à nouveau, cette fois en levant les bras vers lui. Tony la prit dans ses bras, la serrant fort, murmurant « Tu es notre miracle, ma petite fille. » Ils avaient peu, pas de visiteurs, pas de famille élargie, pas d'amis en qui ils avaient pleinement confiance, mais ils avaient Blossom, et avec elle venait la couleur. Angela tenait souvent un journal après de longues journées, y consignant chaque nouveau mot que Blossom apprenait, chaque habitude qu'elle prenait. Elle fredonne quand elle dort, écrivit-elle un jour, comme un petit oiseau qui rêve de liberté. Bien qu'ils évitaient les questions des voisins et esquivaient les protocoles d'enregistrement de routine, leur maison était remplie d'une chaleur authentique. La nuit, alors que le vent fredonnait à travers leurs fenêtres fissurées, la famille de 3 personnes était allongée côte à côte sur leur matelas au sol, les cœurs cousus ensemble par un secret qu'ils étaient les seuls à partager. Angela murmurait parfois, « Tu étais destiné à être à nous », et Tony ajoutait toujours. « Et nous étions destinés à te protéger. » Quand Blossom eut 7 ans,
ses questions devinrent plus précises, ses yeux plus interrogateurs. Elle avait hérité de la pensée calme de Tony et de l'intuition émotionnelle d'Angela. Un soir après l'école, elle observa longuement son reflet dans le miroir, puis se tourna vers sa mère au comptoir de la cuisine. « Maman, pourquoi ma peau est-elle plus foncée que la tienne ?» Angela s'arrêta au milieu de son geste. La soupe bouillait sous sa cuillère en bois, mais son esprit s'emballa. « Tu es juste plus embrassée par le soleil, ma chérie, dit-elle doucement. Blossom plissa les yeux. « C'est pour ça que je ne ressemble pas non plus à papa. » Les mots pesaient lourdement dans l'air. Tony, assis à proximité, se tortilla mal à l'aise, le journal entre ses mains oubliées. Angela s'agenouilla devant Blossom et glissa une mèche des cheveux de sa fille derrière son oreille. « Les familles ne se ressemblent pas toujours, mon amour, mais nous nous aimons de la même façon, n'est-ce pas ?» Cette nuit-là, Angela et Tony étaient allongés dans leur lit, un silence entre eux. « Elle pose des questions maintenant, dit finalement Angela. Que lui disons-nous ? Tony expira profondément. Rien, pas encore, elle est encore jeune. Mais elle sait, Tony, elle le sent, et les enfants n'oublient pas quand on leur ment. Nous ne mentons pas, insista-t-il. Nous la protégeons d'un passé qui pourrait la tuer s'il la rattrapait un jour. Angela s'essuya les yeux. Je déteste vivre dans la peur. Je déteste regarder par-dessus mon épaule. Mais je le ferai pour toujours si cela signifie la garder en sécurité. Dans l'obscurité, Blossom se tenait tranquillement juste derrière leur porte, ses petits doigts appuyés sur le bois, à l'écoute. Elle ne comprenait pas tout, mais elle en comprenait assez. Il y avait un secret, quelque chose de grand, quelque chose à son sujet. Et alors qu'elle regagnait son lit cette nuit-là, elle murmura une promesse dans son oreiller. Un jour, je découvrirai qui je suis vraiment. Blossom était assise au bord de la salle de classe, son bureau bien rangé, ses cahiers impeccables. Elle avait un calme inhabituel pour une enfant de son âge, observatrice, réfléchie, jamais bruyante. Son professeur, Mademoiselle Aujean, remarquait souvent que les dissertations de Blossom semblaient avoir été écrites par quelqu'un de 2 fois son âge. Mais ce n'était pas ce qui la rendait différente. C'était la façon dont elle remarquait les choses, la façon dont un camarade de classe tressaillait quand son père arrivait en retard, la façon dont son amie Ève partageait toujours son déjeuner mais ne souriait jamais. Un après-midi, alors que les enfants riaient dans la cour, Blossom remarqua qu'un garçon nommé Témy était bousculé par 3 élèves plus âgés derrière le réservoir d'eau. Sans réfléchir, elle s'avança, se plaça entre eux et dit fermement « On ne fait pas de mal aux gens qui ne vous ont rien fait. » Les garçons plus âgés ricanèrent, mais ses yeux ne vacillèrent pas. Quelque chose dans son immobilité les déstabilisa, et ils reculèrent. Blossom se tourna vers Témy. « La prochaine fois, ne les laisse pas te coincer. Parle plus fort. » Plus tard dans la journée, Mademoiselle Aujean la convoqua après les cours. « Blossom, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu as été très courageuse. » Blossom haussa les épaules. « Je n'aimais tout simplement pas la façon dont il le regardait. » L'enseignant soupira. « Tu me rappelles quelqu'un qui n'a jamais laissé passer l'injustice. » Mais tout le monde ne voyait pas l'audace de Blossom comme une vertu. Une semaine plus tard, elle fut réprimandée par le directeur adjoint pour s'être ingérée lors d'un incident disciplinaire lorsqu'elle avait contesté un enseignant qui avait puni un camarade de classe pour quelque chose qu'il n'avait pas fait. « Ce n'est pas juste, » avait-elle dit devant la classe, sa voix inébranlable. Le directeur adjoint convoqua Angela. « Elle est trop franche pour une fille de son âge, » prévint-il. À la maison, Angela la gronda gentiment. « Tu dois choisir tes batailles avec sagesse. » Blossom la regarda. « Et si elles sont toutes importantes ?» Tony, qui observait depuis le coin, sentit un étrange remuement dans sa poitrine. Leur fille avait un esprit aiguisé par le feu et un cœur sensible à l'injustice, et ils savaient tous les deux qu'un jour cela la mènerait bien au-delà des murs de cette modeste école. C'est pendant la saison de l'harmattan que Blossom découvrit l'enveloppe. Elle fouillait dans un coffre à la recherche de matériel pour son projet scolaire lorsqu'une épaisse enveloppe marron glissa de derrière une vieille pile de livres. Curieuse, elle l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des documents jaunis, une coupure d'article avec un titre en gras, incident mystérieux au quai de Cole, disparition d'un nourrisson rapporté, une image granuleuse d'un homme montant dans une voiture noire. Son visage était fin, les lèvres serrées, les yeux ombragés sous son front. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais le nom de Maxwell Cole se grava dans son esprit.
Il y avait quelque chose de familier dans les lignes de sa mâchoire, quelque chose de froid qui résonnait dans ses rêves. Sous l'article se trouvait une photo délavée d'une couverture de bébé, tachée et en lambeaux. Cela n'avait aucun sens. Pourquoi ses parents garderaient-ils cela? Angela la trouva assise par terre avec l'article étalé sur ses genoux. « Où as-tu trouvé ça » demanda-t-elle, la voix tendue par la peur. Blossom leva les yeux, son visage illisible. « Pourquoi avez-vous ça, maman » Angela hésita, puis s'agenouilla lentement. « C'est d'il y a longtemps. Un homme qui a fait des choses terribles. Je l'ai gardé parce que je ne voulais pas oublier. »« Pourquoi voudrais-tu te souvenir de quelque chose de terrible » demanda Blossom. La bouche d'Angela s'ouvrit, puis se referma. Parce que certaines choses ne devraient pas être oubliées, même si elles font mal. Blossom hocha la tête mais ne dit rien de plus. Cette nuit-là, elle resta éveillée, fixant le plafond, le nom de Maxwell Cole résonnant dans son esprit comme un écho murmuré. Elle ne savait pas encore comment il était lié à elle, mais son instinct lui disait que ce n'était pas un hasard. Elle sortit l'article de sous son oreiller et le plia soigneusement. Quoi que cela signifie, c'était un indice. Elle pouvait le sentir dans ses os, et elle n'était pas prête à le laisser partir. Tout a commencé par un fracas, le bruit de verre se brisant dans la cuisine. Blossom se précipita pour trouver Angela accroupie sur le sol, les mains tremblantes alors qu'elle ramassait les morceaux cassés d'un verre à boire. « Je vais bien » murmura Angela, mais Blossom pouvait voir les larmes nager dans ses yeux. Dans la pièce voisine, Tony était au téléphone, sa voix basse et frénétique. « Nous ne pouvons pas nous permettre ce genre de chirurgie. Je vous en supplie, donnez-nous du temps. » Blossom se tenait silencieusement entre eux, sentant la tempête que personne ne voulait nommer. Ce soir-là, elle entendit toute la vérité. La blessure au dos de Tony s'était aggravée après des années passées à l'atelier de réparation automobile, et la chirurgie était la seule option qui restait, mais le coup les paralyserait. Angela suggéra de vendre leurs outils d'atelier. Tony a résisté. « Si j'arrête de travailler, nous perdrons tout. » Blossom a ressenti le poids de l'impuissance pour la première fois. Au dîner, elle toucha à peine à sa nourriture. « Est-ce à cause de moi » demanda-t-elle soudainement. « Suis-je la raison pour laquelle nous ne pouvons rien nous permettre » Tony et Angela se figèrent. « Ne dis jamais ça » dit rapidement Angela, tendant la main sur la table. « Tu es la raison pour laquelle nous continuons. » Mais Blossom vit la peur dans leurs yeux, le genre de peur qui venait de choix difficiles et de portes fermées. Plus tard, elle se glissa dans leur chambre et laissa la petite tirelire qu'elle économisait pour ses fournitures scolaires sur la table de chevet. À l'intérieur, il n'y avait que quelques centaines de néras, mais c'était comme si c'était tout son monde. Elle se recroquevilla sur le canapé et pleura doucement, sachant que même s'il ne le disait jamais, elle faisait partie de leur fardeau. Elle voulait aider. Elle ne savait tout simplement pas encore comment. La pluie tombait régulièrement cet après-midi-là, douce et rythmée contre le toit de zinc rouillé de la maison des Hobby. Blossom avait été chargé de débarrasser le débarras, un espace encombré de choses oubliées, de rideaux effilochés, de vieilles casseroles et de cahiers jaunis. Sous une pile d'enveloppes usées, ses doigts effleurèrent une boîte en bois scellée avec une serrure inconnue. La curiosité la piqua au vif. Elle utilisa une épingle à cheveux pour l'ouvrir, et à l'intérieur, un paquet de documents était soigneusement enveloppé dans une serviette. Son cœur battait la chamade alors qu'elle les ouvrait. D'abord, un acte de naissance froissé avec le nom d'Amaran Wok griffonné en haut. En dessous, les mots « Mère Agnès Noack ». Aucune mention d'un père. Ses doigts tremblèrent alors qu'elle sortait un bracelet d'hôpital délavé et, caché au fond, la même couverture de bébé qu'elle avait vue une fois dans la coupure de journal. Angela entra quelques secondes plus tard, surprise de trouver Blossom agenouillée en silence. Les documents s'étalaient devant elle comme un texte sacré. « Où as-tu trouvé ça » sa voix craqua. Blossom ne répondit pas. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Angela avec quelque chose de plus que de la confusion, de la douleur, de l'accusation, de la peur. « Amaran Wok, c'est moi » Angela s'avança lentement, s'agenouillant. « On t'a trouvé abandonné » commença-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Nous ne connaissions pas ton nom. Nous ne savions pas qui étaient tes parents. Alors vous m'avez appelé Blossom, murmura Blossom, la gorge serrée. Mais vous saviez qu'il y avait plus. Vous me l'avez caché. » Les larmes d'Angela coulaient librement maintenant. « Nous essayions de te protéger. Le monde d'où tu venais était cruel.
Blosson se leva, les papiers toujours serrés dans ses mains. Et vous pensiez qu'un mensonge me rendrait plus en sécurité? Sa voix ne s'éleva pas, mais elle n'en avait pas besoin. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel cri aurait pu l'être. Cette nuit-là, Blosson ne dormit pas. Les documents étaient posés à côté de son lit comme un poids qu'elle ne pouvait pas secouer. Dans le silence, les vieux cauchemars revinrent. Seulement maintenant, ils avaient un sens. Dans ses rêves, elle tombait toujours, piégée dans l'obscurité, l'eau se refermant sur elle comme un poing. Elle se réveillait haletante, le cœur battant, les doigts froids. Le lendemain, à l'école, elle flottait pendant les cours. Son esprit était pris entre un nom qu'elle n'avait jamais connu et une vérité qu'elle n'avait pas demandée. Pendant le déjeuner, elle s'assit à côté de sa meilleure amie, Chika. « As-tu déjà eu l'impression que ta vie n'a pas vraiment commencé là où tu le pensais ?» demanda-t-elle. Chika cligna des yeux. Quel genre de question est-ce là? Blosson ne répondit pas. Elle regardait les arbres, son pouce frottant l'intérieur de son poignet où le fantôme d'un bracelet d'hôpital vivait maintenant. Ce soir-là, elle s'approcha de Tony dans le jardin où il était assis en train de réparer un générateur cassé. « Savais-tu qui j'étais avant de me trouver ?» Sa voix était douce mais ferme. Tony s'arrêta, une clé à la main, puis la posa. Nous ne savions que ce que nous voyions, un enfant jeté comme si elle n'avait pas d'importance. C'était tout ce que nous avions besoin de savoir. Mais vous avez gardé des dossiers. Vous avez gardé son nom. Tony leva les yeux vers elle, ses yeux fatigués. Je ne l'ai pas gardé parce que j'avais besoin de me souvenir d'où tu venais. Je l'ai gardé parce que je ne pouvais pas oublier ce que quelqu'un a essayé de te prendre. Blosson s'assit à côté de lui, le bourdonnement du crépuscule les entourant. Je dois la retrouver, ma mère biologique. Agnès. Le nom semblait étranger et pourtant familier sur sa langue. Tony hocha lentement la tête. Si c'est le chemin que ton cœur a besoin de suivre, nous ne t'arrêterons pas. Mais promets-nous une chose. Quoi, demanda-t-elle. Que peu importe ce que tu découvres. Tu n'oublies pas qui tu es devenu grâce à l'amour. Elle attrapa sa main et la serra, ses yeux brillants. Je ne pourrais pas l'oublier si j'essayais. Angela se tenait à l'évier de la cuisine, en train de trancher des ignames, lorsque Blosson entra et posa le certificat de naissance et la couverture sur le comptoir. J'ai besoin de toute la vérité, dit-elle. Aucune émotion, aucune colère, juste une insistance tranquille. Angela fixa les objets puis ferma lentement le robinet. Ses épaules s'affaissèrent comme si quelqu'un avait enlevé l'échafaudage qui la soutenait. Nous n'étions pas censés le voir, dit-elle. Nous rentrions juste à la maison cette nuit-là. Puis nous l'avons vu. Blosson ne demanda pas qui. Elle attendit. Angela continua, sa voix tremblante. Un homme dans une voiture noire, debout au bord d'une falaise. Il tenait quelque chose, quelqu'un. Ses lèvres tremblèrent. Nous ne savions pas que c'était un bébé jusqu'à ce que nous voyions la couverture tomber. Tony accourut. Il est arrivé juste à temps. Les yeux de Blosson s'écarquillèrent. Il m'a jeté. Quelqu'un m'a jeté. Angela hocha la tête, les larmes coulant. Oui, et nous ne l'avons jamais dit à personne. Nous avions peur qu'il revienne pour toi. Un homme qui a pu faire ça une fois pourrait le refaire. Blosson s'effondra sur une chaise, stupéfaite. Pourquoi quelqu'un ferait-il ça à un bébé? Angela s'assit à côté d'elle, lui serrant la main. Parce qu'il ne te voyait pas comme un enfant. Il te voyait comme une erreur. La voix de Blosson trembla. Et vous m'avez juste prise. Nous t'avons réclamé, corrigea Angela. Nous t'avons choisi, Blosson. Pas parce que nous avions pitié de toi, mais parce que nous t'aimions. Dès la seconde où tu as survécu à cette chute, tu étais notre fille. Angela tendit la main et toucha la joue de Blosson. Mais je savais que ce jour viendrait. Le jour où tu voudrais retrouver les morceaux. Blosson se pencha contre elle, les épaules tremblantes. Merci. De m'avoir rattrapé. De m'avoir tenu pendant toutes ces années. Angela l'embrassa sur le front. Nous ne t'avons pas sauvé, Blosson. Tu nous as sauvés. Et là, dans le sanctuaire tranquille de leur cuisine, mère et fille pleurèrent. Non pas à cause de ce qui était brisé, mais à cause de ce qui les avait tenus ensemble pendant si longtemps.
L'odeur de papier frais et d'encre remplissait l'air alors que Blosson était assise dans le coin de la petite bibliothèque communautaire, plongée dans un épais manuel de droit pénal 2 fois sa taille. Elle venait ici presque tous les jours après l'école depuis des semaines maintenant, attirée non seulement par la curiosité, mais par un besoin qui brûlait plus profondément qu'elle ne pouvait le nommer, un besoin de comprendre la justice, l'équité, la conséquence. Après avoir découvert la vérité sur son passé, le monde ne ressemblait plus à un lieu d'équilibre. Cela ressemblait à un échiquier de joueurs puissants et de pions oubliés. Et elle refusait d'être un pion. Le droit est la voix de ceux qui ne peuvent pas crier, lisait le manuel, et Blosson le souligna 3 fois. Quand la bibliothécaire lui a demandé si elle faisait des recherches pour un devoir scolaire, Blosson a simplement répondu « Je fais des recherches pour ma vie ». Ce soir-là, au dîner, elle a levé les yeux de son assiette et a annoncé « Je veux être avocate ». Angela a cligné des yeux, surprise. C'est un grand rêve. Tony hocha la tête, un rêve noble aussi. Blosson se pencha en avant. Je veux m'assurer que personne ne pourra jamais faire ce qui m'a été fait, ce qui a failli m'arriver, et s'en tirer. Le silence suivit, non pas de désaccord, mais d'admiration. Angela tendit la main sur la table. Alors nous le ferons. Même si nous devons faire des doubles quarts, même si nous vendons ce que nous possédons, tu auras ta place dans cette salle d'audience. Au cours des mois suivants, Blosson travailla plus dur qu'elle ne l'avait jamais fait. Notes, bourse, dissertation, entretien. Chaque rejet ne faisait qu'aiguiser sa détermination. Quand la lettre d'admission arriva enfin de la faculté de droit de l'université d'Ibadan, Angela la tint dans ses mains tremblantes, murmurant à travers les larmes, « Tu as déjà changé le monde, en commençant par le nôtre. » La salle commune bourdonnait de rire alors que les étudiants en droit se rassemblaient autour de la télévision murale, attendant le discours du chancelier. Mais Blosson, les bras croisés et les yeux scrutant l'écran, se figea lorsque le titre changea. La Fondation Cole lance le projet de justice urbaine. L'homme d'affaires Maxwell Cole parle d'équité. Il était là, plus âgé, plus grisonnant, vêtu d'un costume bleu marine sur mesure, debout à un podium et prêchant l'éthique avec un sourire en plastique. Sa poitrine se serra, le souffle lui manqua. C'est lui. Ses mains tremblaient, non de peur, mais de rage. Ses camarades de classe applaudirent poliment. Un étudiant se tourna vers elle, souriant. Cet homme a construit la moitié de la bibliothèque de cette école. Visionnaire, n'est-ce pas? Blosson ne répondit pas. Elle s'excusa tranquillement et se dirigea vers la cour où elle pouvait respirer. Là, seule sous le jacaranda, elle rejouait sa voix dans sa tête. Elle était douce, posée et totalement impénitente. Combien de gens l'acclament, murmura-t-elle. Combien l'appellent un héros? Cette nuit-là, dans son dortoir, elle sortit à nouveau la coupure de journal délavée. Elle correspondait au nom, au visage. L'homme qui l'avait jeté comme un reçu usagé était maintenant célébré comme un humanitaire. Son estomac se noua. Elle se regarda dans le miroir et reprit son souffle. Il ne me connaît pas, dit-elle à voix haute, la voix basse. Mais un jour, il le saura. Et il devra dire mon nom. Dans une salle d'audience. Sous serment. Et sur ce, elle plia l'article, le glissa dans son dossier intitulé « Affaires futures » et commença à prendre des notes. Pas sur ses discours, mais sur les failles de son empire. La première fois que Blosson entra dans la salle d'audience de la juge Myriamise en tant qu'observatrice, elle ne s'attendait pas à ressentir quoi que ce soit. Mais la façon dont la jugise commandait la salle, avec précision, intégrité et un pouvoir calme, alluma quelque chose en elle. Myriam n'élevait pas la voix. Elle n'en avait pas besoin. Son intelligence parlait pour elle, et ses yeux ne manquaient jamais un mensonge. Blosson est resté longtemps après la fin de la séance, griffonnant des notes sur la façon dont la juge gérait les preuves, le langage corporel, les pauses. Quelques jours plus tard, elle a rassemblé le courage de l'approcher après une conférence. « Mahem. Je veux être votre greffière. » dit Blosson, tenant son relevé de notes comme une bouée de sauvetage. Myriam le parcourut en silence. « Votre moyenne est impressionnante, mais pourquoi moi ?» Blosson hésita, puis répondit, « Parce que vous faites de la justice une vocation, pas une carrière. » La juge pencha la tête, puis sourit faiblement. « Présentez-vous à mon bureau lundi matin. 6 heures précises. » À partir de ce jour, Blosson vécut au cœur du système judiciaire.
Les chambres de la juge Myriam devinrent à la fois un champ de bataille et une salle de classe. Elle lui apprit à lire entre les lignes, à disséquer un témoin sans cruauté, et à tenir bon même lorsque la situation tournait mal. Blosson a tout absorbé. Parfois, la jugise la testait avec des procès simulés et demandait « Que feriez-vous si vous étiez à la barre ?» Et Blosson, jamais timide, répondait toujours avec une clarté raisonnée. Myriam était impressionnée. « Vous ne voulez pas seulement gagner des procès, observa-t-elle un jour. Vous voulez les redéfinir. » Blosson hocha la tête, parce que la justice est plus que la punition. C'est la restauration. Myriam se pencha en arrière dans son fauteuil, les yeux plissés de fierté. Tu me rappelles quelqu'un que j'étais avant que le compromis ne lui vole sa voix. Blosson la regarda droit dans les yeux. Alors je serai la voix que vous n'avez jamais perdue, Mahem. Et sur ce, leur mentorat fut scellé, non seulement dans la connaissance, mais dans la conviction. Le premier jour officiel de Blosson en tant que stagiaire au complexe juridique fédéral fut une révélation. Alors que les murs de marbre extérieur et les salles d'audience polies scintillaient de prestige, les bureaux de l'arrière racontaient une autre histoire. Des classeurs débordant de pétitions ignorées, des greffiers surmenés ensevelis sous la paperasse et des avocats chuchotant des noms avec prudence. Ses premières tâches semblaient simples, compiler et archiver une liste d'affaires d'entreprises de la dernière décennie. Mais plus elle creusait, plus elle voyait d'incohérences. Des noms se répétaient là où ils n'auraient pas dû. Des jugements infirmés sans explication. Un dossier en particulier la laissa bouche bée. Une affaire de fraude impliquant une société écran qui avait mystérieusement été dissoute, pour réapparaître sous un autre nom, vaguement lié à une C Enterprises. Elle retint son souffle. Charbon. Ses instincts hurlaient, mais elle garda un visage neutre. Elle photocopia les documents et glissa tranquillement les copies dans son dossier personnel. Quelques jours plus tard, elle rencontra la juge Myriam pendant la pause déjeuner. Dit-elle prudemment, avez-vous déjà remarqué comment certaines affaires disparaissent? Myriam haussa un sourcil. Disparaissent? Blosson se pencha en avant. Des dossiers, des entreprises, même des procès-verbaux d'audience. C'est subtil, mais c'est là, comme si quelqu'un modifiait l'historique. La juge soupira, les yeux sombres. Il y a des fantômes dans le système, Blosson. Des fantômes avec de l'argent. Blosson demanda. Et si l'un de ces fantômes avait un nom que je connais? Myriam ne répondit pas directement, mais sa voix baissa. Plus vous montez haut, plus les noms deviennent dangereux. Apprenez à vous protéger. Cette nuit-là, Blosson commença à construire ses propres archives secrètes, des copies numériques, des preuves imprimées, des chronologies et des liens, menant tous à un nom dont elle était maintenant certaine qu'il était au centre. Maxwell Cole. Et à chaque fil découvert, sa détermination se renforçait. Elle n'avait plus peur. Plus maintenant. Elle se préparait. Les années passèrent comme des chapitres superposés dans un manuel de droit, intense, instructif et implacable. À 29 ans, Blosson avait réussi le barreau, survécu à des litiges acharnés et était devenue l'une des plus jeunes magistrates du circuit sud. Son nom commença à circuler, non pour des discours flamboyants ou des scandales, mais pour son intégrité. Sa salle d'audience était calme, ses règles claires. Elle saluait les concierges de la même manière qu'elle le faisait avec les avocats, et ne laissait jamais la théâtralité influencer son jugement. Dans une affaire, un propriétaire accusait une veuve de squatter. Les faits montraient que la femme y avait vécu légalement et que son loyer était à jour, mais l'homme avait falsifié les registres. La justice ne se limite pas aux documents, avait statué Blosson. C'est une question de dignité. Cette décision fit la une des journaux, et avec elle vint l'attention d'endroits auxquels elle ne s'était jamais attendue, y compris des comités gouvernementaux et des organismes de surveillance privés. Tard un soir, après la levée de la séance, la juge Myriamis s'arrêta dans ses bureaux sans prévenir. Elle se tenait près de la porte, les bras croisés, la fierté brillant dans ses yeux. Ils disent que vous leur rappelez moi, mais je pense que vous avez dépassé cela. Blosson se leva de son bureau, un sourire timide se dessinant sur son visage. Je ne serai pas là sans votre feu pour éclairer le chemin, Myriam gloussa. Alors promettez-moi que vous ne l'éteindrez jamais, même quand ils essaieront de l'éteindre. Elle s'avança, posa une petite boîte en velours sur le bureau de Blosson et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une broche judiciaire finement cousue, portée uniquement par les personnes nommées pour siéger à la haute cour.
la nomination est vôtre. Vous l'avez mérité. Le souffle de Blosson se coupa dans sa gorge. Je ne sais pas quoi dire. Myriam posa une main sur son épaule. Dites oui, et portez-la avec détermination. Blosson hocha lentement la tête. Oui, et je la porterai pour chaque fille qui a été réduite au silence. Cette nuit-là, seule dans son bureau, elle épingla la broche à sa robe et murmura « Je suis prête ». À la conférence nationale sur le droit à Abuja, la grande salle de bal était remplie de politiciens, d'universitaires, de juges et de journalistes. Les flashs des appareils photo crépitaient alors que les orateurs principaux se succédaient sur scène, mais l'attention de Blosson s'aiguisa lorsque le dernier invité fut annoncé. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Nathan Cole, vice-président de Cole Group International. La foule applaudit alors qu'un homme confiant et bien soigné d'une trentaine d'années montait sur le podium. Blosson se pencha en avant, analysant ses traits. Sa ressemblance avec Maxwell était indéniable. Pourtant, quelque chose dans les yeux de Nathan était différent. Il ne parlait pas avec l'arrogance étudiée de son père. Au lieu de cela, sa voix était empreinte de réflexion. Nous parlons du droit comme d'un bouclier, dit-il, mais trop souvent, il devient une épée pour les puissants. Nous devons réparer cet équilibre. La salle se tut. Le pouls de Blosson s'accéléra. Pouvait-il savoir? Après son discours, elle se retrouva au cocktail de réseautage, une tasse de jus à la main, observant Nathan de loin. Il parlait gentiment au personnel, pas de manière théâtrale. Quand il croisa son regard à travers la pièce, il hocha poliment la tête et s'approcha. « Juge Obi, n'est-ce pas? J'ai lu votre récente décision sur les demandes d'asile. Un travail audacieux. » Blosson cligna des yeux, momentanément désarmé. « Merci. Votre discours m'a surpris. » Il gloussa. « Disons simplement que nous ne choisissons pas toujours le nom dont nous héritons. Certains d'entre nous essaient de changer ce qu'il signifie. » Elle l'étudia. « Croyez-vous que les héritages peuvent être rachetés? » Nathan pencha la tête. « Seulement si la vérité n'est plus enterrée. » L'air entrecrépita de significations multiples. Blosson sourit faiblement. « Alors j'espère que nous sommes tous les deux doués pour creuser. » Alors qu'il s'éloignait, son cœur battait plus fort, non pas de peur, mais de curiosité. Pour la première fois, elle se demanda si Nathan était un allié ou juste une autre ombre. La pluie tapotait légèrement contre la vitre du bureau de Blosson alors qu'elle triait une pile de dossiers laissés par son greffier. Elle venait de statuer sur un litige de garde très médiatisé et espérait une soirée tranquille. Mais une enveloppe attira son attention, simple, sans marque, posée innocemment sur ses dossiers juridiques. Elle fronça les sourcils. « Qui a déposé ça ?» demanda-t-elle. Son greffier, un jeune homme nommé Gide, secoua la tête. Il n'était pas là il y a une heure. Une suspicion piqua sous sa peau. Elle ferma la porte, ouvrit l'enveloppe et en sortit un paquet de documents imprimés. Ses mains s'immobilisèrent alors qu'elle les feuilletait. Comptes offshore, audits internes, bilans falsifiés, chaque page pointait vers la même entité, Cole Group Holdings. Mais c'est la dernière page qui lui coupa le souffle. Un grand livre scanné portant la signature de Maxwell Cole, autorisant un paiement à une société de sécurité l'année même de sa naissance. Blosson se rassit, le pouls battant. Les pages étaient trop détaillées pour être fabriquées, trop spécifiques pour être devinées. Quelqu'un lui avait donné des munitions, des preuves de crimes financiers, peut-être même une piste vers des vérités plus profondes. Mais qui, et pourquoi maintenant? Elle scruta le couloir, verrouilla le dossier dans son tiroir sécurisé et sortit son téléphone. « Allô, juge Myriam ?» La voix de son mentor répondit, alerte. « Blosson, quelqu'un vient de me laisser une arme chargée. » Sur papier, Myriam expira lentement. « Alors nous procédons avec prudence. Nous ne pointons pas et ne tirons pas. Nous enquêtons, vérifions, et quand le moment viendra, nous frapperons. » Cette nuit-là, Blosson rentra chez elle avec plus que des preuves. Elle portait le fardeau de la connaissance. Elle ne savait pas qui avait tiré les ficelles pour lui obtenir ces informations, mais une chose était claire. Le temps du silence touchait à sa fin. La salle d'audience fédérale bourdonnait de tension. Depuis des semaines, des rumeurs circulaient sur un procès pour corruption très attendu impliquant plusieurs géants de l'entreprise. Mais personne ne s'attendait à ce que Maxwell Cole lui-même soit convoqué, pas encore.
Il était assis à la table de la défense dans un costume sur mesure, dégageant toujours l'air d'un homme qui croyait que le monde lui devait la grâce. Ses avocats le flanquaient comme un mur de protection, mais Blosson, assise sur le banc, voyait à travers la présentation. Elle avait examiné le dossier anonyme 10 fois, l'avait recoupé, vérifié les signatures. L'affaire ne portait pas encore sur la tentative de meurtre qu'elle avait vécue, mais ce jour approchait. Pour l'instant, ce procès portait sur le détournement de fonds, l'évasion fiscale et le réseau complexe de fraude tissé sous son empire. Monsieur Cole, commença le procureur, pouvez-vous expliquer l'écart entre votre déclaration financière de 2004 et le compte offshore de 2005 découvert sous Ocelia Holdings? Maxwell se pencha. Mes entreprises gèrent des centaines de transactions mondiales. Les écarts sont courants et souvent d'ordre administratif. Blosson étudia son langage corporel. Calme, calculé, aucune culpabilité visible. Mais sous son vernis se cachait de l'arrogance, un refus de croire que les conséquences pouvaient le toucher. Pendant la suspension d'audience, elle s'assit dans ses appartements, fixant son reflet. Sait-il qui je suis? Est-ce que ça importerait s'il le savait? Le procès reprit avec les dépositions des témoins, y compris d'anciens employés qui décrivirent des rapports déchiquetés et des auditeurs soudoyés. La mâchoire de Maxwell se crispa légèrement, mais il resta toujours calme. Elle prit ses notes en silence. Elle ne se révélerait pas encore. Pas avant que cela n'ait le plus d'importance. Parce que la justice n'était pas seulement une question de punition, c'était une question de timing. Et son moment approchait. Dans un petit village niché entre des routes poussiéreuses et des voies ferrées oubliées, une femme vieillissante nommée Agnès Noack était assise sous un manguier, épluchant de l'igname et fredonnant une berceuse. Elle avait vieilli tranquillement, sa beauté maintenant usée par le chagrin et la solitude. Quand Samuel Nduka est arrivé, elle l'a pris pour un missionnaire. « Je ne suis pas ici pour prêcher, ma, a-t-il dit doucement. Je suis ici pour vous dire quelque chose. À propos de votre fille. » Son couteau glissa de sa main. « Ma fille est morte, murmura-t-elle. Samuel s'assit doucement sur le banc à côté d'elle. « Et si je vous disais que non ?» Agnès s'agrippa au bord du tabouret. « Je l'ai tenue. Je l'ai appelée Amara. Puis un matin, ils m'ont dit qu'elle était partie. » Samuel hocha la tête. « Ils ont menti. Elle a vécu. Quelqu'un l'a sauvée. Et elle n'est pas seulement vivante. Elle est juge. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Agnès avant même qu'elle ne puisse comprendre les mots. « Qui est-elle » demanda-t-elle, la voix craquant. « Son nom est Blosson Hobby, » dit Samuel. « Elle a été élevée par de bonnes personnes. Elle est forte. Et elle cherche la vérité. » Agnès porta ses mains à sa bouche. « Est-ce qu'elle sait que je ne l'ai pas abandonnée ?» Samuel secoua la tête. « Pas encore. Mais elle est prête à vous rencontrer. » Cette nuit-là, Agnès était assise sur son lit en bois, les paumes à plat sur son cœur. « Amara, » murmura-t-elle, « ma Blosson. » Elle ne dormit pas. Elle respirait à peine. Le monde qu'elle croyait avoir enterré son enfant l'avait tranquillement élevée à la place. Et maintenant, au crépuscule de sa vie, elle pourrait enfin être autorisée à la tenir à nouveau dans ses bras. Nathan Cole était assis dans son vaste bureau, entouré de distinctions et de fenêtres allant du sol au plafond qui donnaient sur le cœur de la gosse. Mais rien de tout cela n'apportait la paix. Il venait de finir de lire une note interne contenant des preuves des démêlés financiers de son père, des transactions retracées jusqu'à des sociétés écrans et des paiements silencieux. Il avait toujours soupçonné son père d'avoir des secrets, mais il ne s'attendait pas à ce que le réseau s'étende aussi loin. Plus il épluchait les couches, plus il devenait perturbé. Son assistant entra, une tablette à la main. « Monsieur, le tribunal a repris. » Maxwell Cole est de retour à la barre. Nathan hocha la tête, mais ne se leva pas. Ses pensées n'étaient plus uniquement tournées vers l'empire qu'on l'avait préparé à hériter. Elles étaient avec la jeune juge qui présidait le procès de son père, Blosson Hobby. Quelque chose chez elle l'avait touché, son feu calme, sa clarté perçante. Plus tard dans la soirée, Nathan a dîné avec sa mère dans un restaurant tranquille. C'était la seule personne en qui il avait entièrement confiance. « Papa t'a-t-il déjà parlé d'un enfant ?»« Avant moi ?» a-t-il demandé, observant attentivement sa réaction. Sa fourchette s'arrêta en l'air. « Pourquoi demandes-tu ça ?»« Parce que je pense qu'il y a plus à cette histoire, »
maman. Et je pense que la juge Obi y est liée. Les yeux de sa mère s'assombrirent. J'ai entendu des rumeurs, Nathan. Il y a des années, qu'il y avait un enfant né avant toi. Mais quand j'ai demandé, il m'a fait taire, a dit que c'était une erreur qui n'avait pas survécu. Nathan expira, sa suspicion se transformant maintenant en une lente brûlure. Cet enfant n'est pas mort, maman. Elle est vivante. Et elle est assise au tribunal, le jugeant. Pendant un moment, sa mère ne dit rien. Puis elle murmura, si c'est vrai, alors la justice n'arrive pas. Elle est déjà arrivée. Nathan savait qu'il devait choisir son camp, et cette fois, le silence le rendrait complice. La salle d'audience était silencieuse alors que le dernier dossier de preuve était soumis. L'équipe de l'accusation, dirigée par une juriste méticuleuse nommée Ijoma Falana, a présenté une chaîne de documents qui dressait un tableau accablant de fraude, de pots de vin et de blanchiment d'argent international. Puis est venu l'élément surprise. Votre honneur, dit Ijoma en tendant une enveloppe de preuves scellée au bailli, nous demandons à présenter un objet personnel récemment authentifié par une analyse ADN médico-légale. Il est directement lié au passé de l'accusé. La galerie s'agita. Blosson accepta l'enveloppe sans commentaire et l'ouvrit avec soin. À l'intérieur se trouvait une photo d'une couverture de bébé déchirée et vieillie, étiquetée avec des résidus biologiques qui correspondaient à la fois à Maxwell Cole et à une certaine Amaran Wok, également connue sous son nom légal, Blossom Obi. Elle prit un moment pour se ressaisir avant de projeter l'image sur l'écran pour que la salle d'audience la voie. Le visage de Maxwell resta impassible, mais sa mâchoire se contracta très légèrement. Ijoma poursuivit, cet objet a été jeté au quai de Cole il y a près de 3 décennies, aux côtés d'un nourrisson. L'événement n'a jamais été signalé, mais l'enfant a survécu et les preuves sont irréfutables. Des chuchotements éclatèrent dans la galerie. Les avocats de Maxwell se penchèrent, murmurant une stratégie, mais Blosson les fit taire d'un coup de marteau ferme. Ordre dans la cour. Son ton était plus vif maintenant, plus lourd de sous-entendus. Elle regarda directement l'homme qui l'avait autrefois jeté. Aucune lueur de reconnaissance ne traversa ses yeux, mais quelque chose de plus profond, une lueur de malaise, fit surface pour la première fois. À ce moment-là, Blosson réalisa quelque chose de profond. Il ne savait pas qui elle était. Pas encore, mais bientôt, il le saurait. Alors que le procès touchait à sa fin, les dernières déclarations devaient conclure les points de procédure. Mais alors que le dernier procureur se rasseyait, Blosson resta silencieuse un peu plus longtemps que d'habitude. Puis elle se leva lentement, retira ses lunettes et s'adressa à la salle d'audience, non pas en tant que juge, mais en tant que femme dont la voix avait attendu près de 3 décennies pour être entendue. Avant de conclure, commença-t-elle, la Cour doit reconnaître une dernière vérité. Pas un point juridique, un point personnel. Sa voix était claire, ferme, mais le sous-entendu était brut. Il y a 27 ans, un nouveau-né a été abandonné, jeté comme un déchet par une nuit de tempête. Personne ne l'a réclamé, personne n'a cherché, mais elle a survécu. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Les procureurs se figèrent. Même Maxwell semblait légèrement perturbé, le front plissé. Blosson descendit de l'estrade et se dirigea vers la tribune du public. Cet enfant, c'est moi. Un soupir collectif parcourut la pièce. Mon nom est Blossom Obey, mais je suis né à Maranoak. Et l'homme assis là, elle se tourna vers Maxwell, ses yeux fixés sur les siens, m'a jeté à la mer, son visage pâli, finalement. Une lueur de mémoire, peut-être de déni, peut-être de honte, traversa son expression. Son silence était insupportable. Tu as essayé de me tuer. Dit Blosson, la voix tremblante maintenant. Et tu as échoué. Je me suis relevé, j'ai étudié. J'ai jugé, et maintenant je siège sur le même banc que vous pensiez qu'aucun de vos enfants ne mériterait jamais. Le marteau tomba, la cour est ajournée. Mais la justice, enfin, ne faisait que commencer. La salle d'audience n'était plus seulement une chambre de la loi, elle était devenue un creuset de l'histoire. La révélation de Blosson n'avait pas seulement stupéfié la presse et les équipes juridiques, elle avait brisé l'air lui-même. Les journalistes laissèrent tomber leurs stylos, les observateurs restèrent figés, la bouche bée. Mais le silence le plus assourdissant venait de Maxwell Cole. Pour la première fois de sa carrière, il n'avait pas de scénario. Ses doigts agrippaient le bord de la table de la défense comme si c'était la seule chose qui le rattachait au sol. Son avocat murmura.
Monsieur, voulez-vous répondre? Maxwell ne le fit pas. Il regarda simplement Blosson, la regarda vraiment, et quelque chose vacilla derrière son extérieur froid. La reconnaissance, le regret, ou peut-être simplement la prise de conscience naissante que son passé était revenu non pas avec vengeance, mais avec autorité. Nathan Cole se tenait au fond de la salle d'audience, stupéfait. Les pièces s'étaient mises en place en quelques secondes, le secret, le ton changeant du tribunal, l'aplomb de Blosson. Il se frotta le front, dépassé. Pendant la suspension de séance, il se glissa dans un coin du couloir, téléphone à la main, et composa le numéro de sa mère. « Maman, dit-il, le souffle court, c'est sa fille, celle d'avant moi. » À l'autre bout du fil, sa mère ne parla pas pendant un long moment. Puis elle murmura, « Elle a survécu. » Pas seulement survécu. Dit Nathan, elle a prospéré. Et maintenant, elle rend le jugement qu'il pensait ne jamais affronter. De retour à l'intérieur, la galerie resta silencieuse. Blosson retourna sur le banc sans autre explication. Le greffier reprit les formalités, mais rien ne semblait plus routinier. Tout le monde voyait maintenant Maxwell non pas comme un magnate, mais comme un homme acculé par la vérité. Et pour une fois, il n'avait aucun pouvoir pour la faire taire. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Les titres nationaux éclatèrent avec des phrases comme « Une juge révèle qu'elle a été abandonnée par l'accusé » et « La justice rendue de la manière la plus personnelle ». Mais derrière le spectacle, il y avait quelque chose de plus calme, Blosson assise seule dans son bureau, rejouant les souvenirs, le sel dans ses poumons. La peur dans les yeux d'Angela qu'elle apprenne la vérité. Les mains meurtries de Tony après avoir grimpé sur des rochers glissants. L'amour qu'il lui avait donné quand le monde ne lui avait rien offert. Elle était assise avec une photo d'eux, délavée, usée, mais précieuse. Puis on frappa à la porte. La juge Myriam entra doucement. « Vous n'avez pas seulement changé le cours du procès, dit-elle. Vous avez changé l'héritage de la justice. » Blosson leva les yeux, lasse. « Je pensais que je me sentirais puissante, mais tout ce que je ressens, c'est du vide. » Myriam hocha la tête. « C'est parce que vous n'avez pas cherché la vengeance. Vous avez cherché la vérité, et la vérité ne se vante pas. » Elle humilie. Pendant ce temps, l'empire de Maxwell s'effondrait rapidement. Les actionnaires se retirèrent. Les agences gouvernementales ont lancé des enquêtes plus approfondies. D'autres documents ont fait surface, y compris un enregistrement audio, sa propre voix, il y a des années, capturée par un assistant mécontent. Je me suis débarrassé d'elle. Ne demandez pas comment, sachez juste que c'est fait. L'accusation n'a pas perdu de temps. Les charges ont été mises à jour. Tentative de meurtre, obstruction à la justice, falsification de documents. Sa caution a été révoquée. Alors qu'il était escorté hors du palais de justice menotté, Nathan se tenait à proximité, incapable de parler. Leurs regards se croisèrent brièvement, père et fils, et le regard de Maxwell ne contenait aucune supplique d'aide. C'est dommage, Nathan se détourna. À ce moment, le fardeau du non-call se déplaça, non pas sur ses épaules, mais dans la salle d'audience qui avait choisi la vérité plutôt que le sang, et Blosson, toujours assise dans sa robe, respira simplement. Dans un jardin tranquille derrière la maison privée de la juge Myriam, Blosson était assise sur un banc, sa robe remplacée par une douce robe bleue. Elle paraissait plus jeune sans le poids de la cour, plus légère, mais ses yeux portaient encore la tempête des années passées. En face d'elle étaient assis Angela et Tony, les doigts entrelacés, la regardant comme si elle était encore le bébé enveloppé d'algues et de miracles. Puis vint le doux crissement du gravier, et Agnès Noack franchit l'arcade. Ses mains tremblaient en s'approchant, ses yeux scintillants. Blosson se leva. Leurs regards se croisèrent, mère et fille, étrangères liées par la mémoire. Agnès ouvrit la bouche, puis la referma. Finalement, d'une voix à peine plus haute qu'un murmure, elle dit « Je ne t'ai jamais lâché, pas dans mon cœur. » Blosson s'approcha, les larmes aux yeux. « Je pensais que tu m'avais abandonné. » Agnès secoua la tête, pleurant maintenant. « J'ai supplié de te voir. Ils m'ont dit que tu étais morte. Je t'ai pleuré chaque année, chaque anniversaire, chaque nuit. » Angela se déplaça doucement, posant une main douce sur l'épaule d'Agnès. « Elle est devenue tout ce que vous rêviez qu'elle soit. » Agnès prit les mains de Blosson, tombant à genoux. « Pourras-tu jamais me pardonner ?» Blosson s'agenouilla avec elle, l'embrassant étroitement.
Tu ne m'as pas quitté, murmura-t-elle, la voix craquant. C'est lui qui l'a fait, mais toi. Tu es là maintenant. Pendant un long moment, elles se sont tenues l'une contre l'autre, le temps se pliant en guérison. Tony et Angela regardaient de loin, le cœur plein. Ce n'était pas seulement une réunion. C'était une résurrection. Une fille autrefois laissée pour morte avait trouvé les bras de la femme qui n'avait jamais cessé de la pleurer. La salle d'audience était vide, longtemps après que les médias s'en soient allés et que la décision finale ait été archivée. Blossom restait assise sur le banc, sa robe de juge soigneusement pliée à côté d'elle, un stylo entre les doigts, et un seul document devant elle, le rapport judiciaire final sur l'État contre Maxwell Cole. Sa main plana alors qu'elle écrivait les remarques de clôture. Pas d'embellissement, pas de fioriture. Juste la vérité. La justice n'est pas la vengeance. C'est la lumière qui survit à l'obscurité et la voix qui endure le silence. Elle le signa, puis se pencha en arrière avec un soupir qui portait le poids des années. Sur son bureau était posée une photo encadrée, Agnès lui tenant la main, Angela et Tony se tenant juste derrière avec une fierté tranquille. Ils étaient ses racines, pas des lignées de sang. Pas des noms gravés dans le marbre, mais les gens qui l'avaient rattrapé quand le monde l'avait rejeté. Un coup à la porte la ramena au présent. La juge Myriam entra, tenant un dossier relié en cuir. Le conseil de la magistrature vient de le confirmer, dit-elle en le posant sur le bureau. Blossom haussa un sourcil. Confirmer quoi? Myriam sourit. Vous avez été nommé pour diriger le comité national sur la réforme de la justice. Blossom cligna des yeux. Moi. Vous, répéta Myriam. Parce que personne d'autre en vie ne sait mieux ce que signifie vraiment la justice. Blossom déglutit difficilement. Respecteront-ils quelqu'un qui a été un jour jeté? Myriam s'approcha. Non, ils respecteront quelqu'un qui est revenu, plus fort que quiconque ne s'y attendait. Alors que Myriam partait, Blossom se leva, rassembla sa robe et son dossier, et regarda par la fenêtre. La ville s'étendait au-delà, désordonnée, bruyante, vivante. Elle avait gagné sa place ici, non par héritage, mais par survie. Elle sortit de ses appartements, laissant derrière elle le poids de son passé, entrant dans le but qu'elle était née pour accomplir. Le soleil peignait le ciel de teintes dorées alors que Blossom montait sur la petite scène d'un séminaire de mentorat en droit communautaire. Son discours n'était pas au programme. C'était une invitation de dernière minute d'un jeune organisateur qui l'admirait. La salle était modeste. Des étudiants étaient assis sur des bancs en bois, certains pieds nus, des cahiers prêts. Elle leur sourit doucement. « Je ne suis pas né dans le privilège », commença-t-elle. En fait, je n'étais même pas censé survivre à mon premier jour. Mais me voici, non pas parce que la vie m'a donné un chemin clair, mais parce que l'amour m'a trouvé quand j'étais perdu, et que la justice m'a donné une voix quand je n'en avais aucune. La foule se pencha, envoûtée. Certains d'entre vous se sentent peut-être invisibles. Certains peuvent porter des blessures que d'autres ne peuvent pas voir. Mais écoutez-moi maintenant. Vos cicatrices ne vous disqualifient pas. Elles vous préparent. Après la séance, une jeune étudiante en droit s'approcha d'elle, mince, les yeux écarquillés, tremblant légèrement. « Juge Obi, demanda-t-elle. Je veux être comme vous, mais je ne sais même pas encore qui je suis. » Blossom s'agenouilla à son niveau. C'est là que ça commence, avec les questions. La douleur, le silence, mais tu continues à marcher. La jeune fille hocha lentement la tête, encouragée. Alors que Blossom se tournait pour partir, elle passa devant le tableau noir de l'école. Quelqu'un avait griffonné en lettres blanches et grasses, « L'espoir est un nom ». Elle sourit et murmura sous son souffle. C'est aussi un choix. Dehors, le vent portait l'odeur de la poussière et du jasmin. Elle sentit le poids de la robe sur son bras, mais il ne lui sembla plus lourd. Derrière elle se trouvait un héritage enraciné dans la douleur. Devant elle se trouvait une génération qu'elle avait inspirée sans le savoir. Son nom avait été un jour effacé, mais maintenant, son nom était Blossom, et le monde ne l'oublierait jamais. Voici le verset biblique pour l'histoire. Genèse 50, verset 20. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce verset capture le cœur du parcours de Blossom. Bien qu'elle ait été rejetée avec une intention mauvaise, Dieu a redirigé sa vie pour le bien, non seulement pour sa rédemption,
mais pour une justice qui a touché beaucoup de gens. La morale de l'histoire, le mal.